Et il me semble qu'il est nécessaire de poser ces questions parce qu'aujourd'hui, il y a des lignes de fracture dans le féminisme, des lignes de fracture qu'on ne peut pas ignorer. Le féminisme n'est pas un, n'est pas unique, n'est pas homogène. Le féminisme est déjà en lui-même un champ de bataille. Il est traversé par des rapports de force. En clair, mon féminisme à moi n'est pas le féminisme d'Elisabeth Badinter, ni le féminisme de Fadela Amara, qui, je le rappelle, est la chef de file de Ni Pute Ni Soumise qui a participé au gouvernement Sarkozy, ni non plus le féminisme d'Eugénie Bastier. On ne combat visiblement pas les mêmes ennemis, et on n'a visiblement pas les mêmes intérêts à défendre. Donc le féminisme est bien un champ de force. Alors quelles sont ces forces aujourd'hui? Quelles sont ces lignes de fracture? Alors je vais volontairement parler ce soir de ce qui ne fait pas consensus, y compris au sein de l'extrême gauche, mais il s'agit là aujourd'hui vraiment et de façon urgente de clarifier certaines positions. Le féminisme qui domine à l'heure actuelle est un féminisme institutionnel, un féminisme qui soutient l'État, ses organes et ses campagnes, et qui est avant tout légaliste, c'est-à-dire qu'il concentre ses forces sur la promulgation de lois cadres qui protègent les femmes. C'est un féminisme répressif qui en appelle à une répression plus importante contre ceux qui enfreignent ces lois, et donc c'est un féminisme carcéral. Alors on pourrait se féliciter que les oppresseurs soient davantage punis, sauf que la réalité politique est plus complexe et plus problématique. Donc pourquoi est-ce que c'est problématique? D'une part parce que ce féminisme ne se montre pas critique vis-à-vis de l'État, un État qui participe pourtant du système qu'on appelle le système patriarcal, qui est un système économique et social qui contribue à l'institutionnalisation et au maintien des inégalités structurelles qui sont en vigueur dans la société. Autrement dit, on ne peut pas prétendre combattre l'État, c'est-à-dire à la fois ses politiciens et aussi l'institution, et en même temps prétendre se placer sous son autorité et sa responsabilité en matière de lutte contre l'oppression des femmes. Ça, c'est nier la responsabilité de l'État dedans. D'autre part, ce féminisme n'est envisagé que sous l'angle légal des droits des femmes. Or, le féminisme n'est pas uniquement une affaire de droit. Et enfin, ce féminisme institutionnel ne tient pas compte de certaines caractéristiques majeures de l'État qui en font un ennemi objectif du féminisme, à savoir le fait que cet État est un État raciste et un État capitaliste, et que par conséquent, toute sa politique, y compris sa politique en matière de droits des femmes, est nécessairement orientée par ces deux caractéristiques. Donc ce n'est pas ce féminisme-là qu'on veut. Pour construire un autre féminisme, par contre, un féminisme antagoniste, il faut prendre en compte un élément fondamental aujourd'hui qui structure le champ féministe, qui est l'islamophobie et le racisme. Parce que ça fait trop longtemps déjà que le féminisme, ou plus modérément la lutte contre le sexisme, sexisme entendu comme un ensemble d'attitudes et de pratiques individuelles et collectives, donc ça fait longtemps que le féminisme est instrumentalisé par l'État et par des personnalités politiques et médiatiques pour légitimer des mesures discriminatoires envers une partie de la population, toujours les mêmes, ceux qui ne sont pas blancs. Et lorsque je parle de blanc ou de non-blanc, j'entends pas par là une couleur de peau, mais une construction sociale historiquement déterminée. Et il serait même erroné de croire que c'est là juste une instrumentalisation. Il faut vraiment garder à l'esprit le fait que tout un pan du féminisme défend par là ses propres intérêts, qui sont des intérêts bourgeois et qui sont des privilèges blancs. On l'a vu notamment au moment de la loi qui a interdit le port du voile à l'école. Le gouvernement s'est soudain proclamé concerné par l'émancipation des femmes, en première, en prétendant libérer les femmes musulmanes de l'oppression patriarcale que leur culture, bien évidemment non européenne, leur faisait subir. Outre le fait que, par cette manœuvre, les pro-lois accompagnés de féminisme, les féministes se dédouanaient généreusement du sexisme ordinaire que pratique allègrement la société française, un sexisme institutionnalisé, ces manœuvres pointaient du doigt les hommes non blancs comme étant les seuls ou les pires responsables de l'oppression des femmes. Donc on a fait du sexisme un phénomène exotique qui ne nous concerne pas directement. Parce que le fait est qu'en désignant l'homme non blanc et principalement les hommes arabes ou noirs comme emblématiques du sexisme résiduel de la société française, ce prétendu féminisme dévoile du même coup le sexisme ordinaire et institutionnalisé de la population blanche et bourgeoise. Le sexisme, c'est dans les banlieues, c'est pas en centre-ville, c'est pas dans les quartiers chics. Le sexisme des hommes de banlieue, il est vu comme plus barbare, plus généralisé, plus visible, plus rétrograde d'un autre âge. Autrement dit, des arguments qui sont tirés tout droit du discours colonial.
Parce qu'il ne faut pas oublier que la construction du garçon arabe, et je mets des guillemets au garçon arabe, fait historiquement partie intégrante de la stratégie coloniale de l'État français. Alors même que cette même société française, légèrement hypocrite sur les bords, s'accommode très bien de son propre sexisme à toutes les échelles, que ce soit de ses propres 75 000 viols par an, qu'elle refuse de considérer autrement que comme des cas individuels isolés, comme des faits divers, des drames familiaux. Elle s'accommode très bien des violences quotidiennes. Elle s'accommode très bien de l'impossibilité des femmes à accéder à tout un pan du champ professionnel. Elle s'accommode très bien du maintien des femmes dans des tâches dévalorisées, dans des emplois précaires, sous-payés et à mi-temps, qui ne leur permet aucune autonomie financière. Elle s'accommode très bien de la non prise en compte du travail de reproduction sociale que les femmes effectuent. En revanche, cette même société n'hésite pas à se solidariser lorsqu'une affaire gênante vient entacher la réputation ou freiner la carrière de l'un des siens, à l'image de Dominique Strauss-Kahn, à l'image de Polanski. Là, on serre les rangs, là, on trouve des excuses, là, on atténue les faits. Donc, ethniciser les problèmes sociaux créés par la discrimination ne sert qu'à rendre ce racisme acceptable, ne sert qu'à le justifier. Mais il y a aussi autre chose de pernicieux dans ce féminisme institutionnel, c'est qu'il refuse de reconnaître la capacité des femmes non blanches à se mobiliser, à lutter, à être des sujets politiques et autre chose que les victimes consentantes. On a d'ailleurs tendance à oublier que les luttes contre les crimes policiers racistes sont presque systématiquement menées par des femmes, notamment par les sœurs des victimes. Assa Traoré, Amal Bentoussi, Ramata Dieng et j'en passe. Ce sont elles qui mènent les luttes.